J'appelle à cette tribune pour prolonger ce débat Nathalie Loiseau, députée européen, ancien ministre, engagée aux côtés de l'Ukraine avec énergie et conviction. J'appelle Cyril Camus et Jérémy Gallon, et j'aurai en ligne, si tout se passe bien, Janos Martoni, qui doit être avec nous connecté. Installez-vous. Nathalie, je pense que les propos de Jean-François Copé ont été, comme on dit en Poitou, du bon petit lait de Bonillet. Et donc, je trouve que c'est très important, au fond, de prendre conscience que le désordre européen serait pour nous la pire des catastrophes. Qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation européenne, mais aussi internationale, où tout le monde a besoin de l'Europe. Et qu'il faut, pour ce faire, essayer de sortir d'un pessimisme ambiant, de sortir d'une position un peu introvertie pour dégager une puissance nouvelle avec ces lignes stratégiques dont on vient de parler. Donc, je vous laisse d'abord la parole pour nous parler, dans cette crise aujourd'hui, de ce sursaut que l'Europe peut provoquer par le choix de ses convictions et de ses initiatives. Nathalie Loiseau, vous avez le micro. Merci Jean-Pierre Raffarin. Effectivement, ce que disait Jean-François Copé était en bon français « music to my ears », même si pour vivre l'Europe de l'intérieur et au quotidien, personne ne râle plus souvent sur l'Europe que moi. Sauf qu'on n'a pas encore trouvé mieux. Et surtout maintenant. Alors, on a coutume de faire des critiques vis-à-vis de l'Europe. On dit aujourd'hui que c'est le dernier des herbivores dans un monde de carnivores, que l'Europe s'est bâtie sur l'idéal de la fin de la guerre entre ses membres, sur la paix, sur le libre-échange, sur la croyance dans la règle de droit, et qu'elle est donc bien mal préparée au monde du troisième millénaire tel que nous le vivons. Et il y a du vrai dans ces critiques. Pendant des décennies, l'Europe a eu une religion, et c'était le marché, qui devait être l'alpha et l'oméga de notre intégration. Elle s'est montrée à la fois résistante à l'évolution du monde, mais aussi assez indifférente. Je voudrais nous rappeler que pendant longtemps, nous avons cru que la communauté européenne faisait l'Europe alors qu'il y avait encore un rideau de fer et que la moitié de l'Europe n'était pas avec nous. Et rappelons-nous que nous étions tout de même assez indifférents. Et puis, il y a eu la réunification allemande et avec elle, la réunification de l'Europe. Ce n'est pas un élargissement qu'on a vécu, et ça, je voudrais vraiment le dire. C'est simplement une réunification. Nous étions borgnes et nous avons retrouvé, je dirais, notre deuxième œil. Mais nous étions sereins parce que nous avons cru à ce moment-là aux illusions de la fin de l'histoire et à la mondialisation heureuse. Évidemment, double erreur. Et puis les crises se sont succédées. Je vais y revenir rapidement. Le non au référendum de 2005, on s'en souvient. La crise financière de 2008, la crise migratoire de 2015, le Brexit, la Covid, la guerre d'Ukraine. À chaque fois, on a annoncé la fin de l'Union européenne. Et à chaque fois, on s'est trompé. Ça veut dire que, certes, l'Europe n'était pas armée pour les chocs qu'elle allait affronter, mais qu'à chaque fois, elle s'est réinventée, elle a trouvé le ressort pour rebondir. La crise financière, il a fallu plusieurs années, ça a été violent, une division entre le nord et le sud de l'Europe qui a laissé des traces, une austérité imposée au peuple des pays du Sud, mais l'Europe a survécu, l'euro a survécu, les pays se sont relevés. La crise migratoire de 2015, d'abord elle a vu une Europe débordée, puis divisée à nouveau, prise dans ses contradictions, la religion de la libre circulation sans protection des frontières, sans harmonisation des politiques nationales. Ce choc-là, il n'est pas encore digéré de loin. Les solutions européennes tardent à voir le jour, c'est vrai, mais je voudrais simplement dire que même l'Italie de Mme Meloni regarde aujourd'hui vers Bruxelles pour tenter de trouver une réponse commune après avoir eu un discours ultra-nationaliste. Le choix du Brexit n'était d'ailleurs pas étranger à cette crise migratoire. Il a pris l'Europe par surprise. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de diviser les 27, il les a unis
dans la défense des acquis de l'Union européenne. Nous avons dit aux Britanniques, vous avez choisi de partir, c'est dommage, mais c'est votre droit. Nous n'avons pas choisi de détruire l'Union européenne. Et aujourd'hui, les déconvenus que traverse le Royaume-Uni découragent même les plus eurosceptiques de plaider, en tout cas au grand jour, pour une sortie de l'Union européenne. Le Covid, là encore, nous a attrapés à un moment où nous n'avions pas de politique commune de santé. Et on peut dire que les premières semaines n'ont pas été très glorieuses de ce point de vue-là. Une espèce de concurrence entre Européens sur les tarmacs des aéroports chinois. Nous avons très mal commencé. Et puis, nous avons compris qu'en fait, nous nous en sortirions mieux ensemble, achat groupé de vaccins, distribution en Europe, mais aussi dans le reste du monde, un endettement en commun pour financer ce qu'on a appelé le « quoi qu'il en coûte ». En quelques mois, l'Europe est devenue le continent le mieux protégé, à la fois sur le plan sanitaire, économique et social, des conséquences de la pandémie. Et puis l'Ukraine, Jean-François en a parlé éloquemment, et là, il n'a fallu que quelques jours pour que l'Union européenne adopte à la fois un premier paquet de sanctions, et nous en sommes à 11, et se décide en très peu de temps, j'allais dire en quelques heures, puisque j'en étais, à mettre en place une aide militaire à l'Ukraine, quelque chose que nous n'avions évidemment jamais fait. Et pendant ce temps-là, nous accueillions des réfugiés, et pendant ce temps-là, nous apportions une aide financière substantielle. Il n'y a pas à rougir de ce que nous faisons pour l'Ukraine. La formation des militaires ukrainiens, personne ne forme autant et aussi vite que nous. Les armes, les munitions, c'est évidemment une révolution culturelle pour l'Europe. Alors Joseph Borrell a dit il y a déjà un moment qu'il fallait apprendre en Europe à parler le langage de la puissance. L'Europe apprend, pas toujours assez vite, toujours dans la douleur ou presque, mais elle apprend. Je voudrais citer quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours, le 25 août. Le Digital Service Act est entré en vigueur. Ça veut dire tout simplement que dans le monde numérique, qui a pris la place que l'on connaît aujourd'hui, il y a deux contre-modèles. Un modèle américain, qui est le Far West, en quelque sorte, un modèle chinois, qui est l'hyper-contrôle. Et puis aujourd'hui, il y a une tentative européenne qui est de dire oui à la liberté, mais non au n'importe quoi. Et donc, il s'agit de dompter des plateformes qui sont aujourd'hui des acteurs privés occupant un espace public. Et franchement, c'est considérable et c'est probablement une voie vers l'avenir. Alors, on se retrouve face aux États-Unis et Inflation Reduction Act. On nous dit, vous n'avez fait que des normes et vous n'avez pas mis d'argent sur la table. Là encore, je voudrais un peu corriger cette perception. Le Green Deal, c'est énormément d'argent. Si on rajoute ce que fait l'Union européenne et ce que font les pays européens les uns avec les autres, là aussi, on tient la route. Simplement, on ne sait pas le voir et très souvent, on ne sait pas le dire. Et sur le plan commercial, la fin de la naïveté, ça y est. La demande de réciprocité, ça y est. La lutte contre les instruments de rétorsion, ça y est. Tout ça en faisant pas énormément de bruit, mais en changeant vraiment de logiciel. Il reste à retrouver le dialogue avec le Sud. Ça a déjà été dit et je pense que ça le sera encore aujourd'hui. Ce qui se passe au Sahel, ça n'est pas un échec français. D'abord, je voudrais dire que c'est pour moi un échec africain, mais c'est surtout un échec collectif qui doit tous nous faire réfléchir. Il y a un bras de fer entre les régimes autoritaires et les démocraties. La démocratie, j'ai entendu, ça ne s'exporte pas, c'est vrai, mais ça se défend. Ça se défend chez nous, parce qu'elle est attaquée, et ça se défend ailleurs dans le monde quand elle est prise pour cible. Alors oui, il y a une crise du leadership occidental. C'est une réalité, mais ça n'est pas une fatalité. Regardez les demandes d'adhésion à l'Union européenne, de l'Ukraine, de la Moldavie, des Balkans. Ça devrait nous ouvrir les yeux sur notre attractivité. Nous, on prend ça du bout des lèvres. Aucun espace au monde n'attire autant que nous. Aucun espace au monde ne voit des hommes, des femmes et des enfants risquer leur vie pour le rejoindre individuellement. Les drapeaux européens brandis à Kiev, à Tbilissi, à Chisinau devraient nous faire prendre conscience que nous sommes encore beaucoup plus qu'une petite péninsule à l'ouest de l'Asie, mais nous ne devons pas nous y tromper. L'avenir de l'Ukraine et le nôtre sont intimement liés. Poutine a attaqué l'Ukraine, pas pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle était. Ou en tout cas pour ce à quoi elle aspirait, c'est-à-dire nous ressembler
et nous rejoindre, devenir pleinement une démocratie et devenir pleinement européenne. C'est ça que Vladimir Poutine n'a pas pu supporter, parce que nous sommes la preuve que son régime n'est pas un modèle. Nous avons donc tout à gagner à une victoire de l'Ukraine et tout à perdre à une victoire de Poutine. Le soutien européen à l'Ukraine, ça n'est pas seulement notre honneur, je pense profondément que c'est aussi notre avenir. Merci, merci beaucoup. Nous allons revenir sur ces questions très, très importantes pour l'avenir de l'Europe, mais on voit dans le propos que tient Nathalie combien, au fond, le passé devrait nous donner un peu confiance dans la capacité que nous avons à surmonter un certain nombre de difficultés en Europe, et qu'au fond, on a cette vision, mais qui est une vision volontariste, positive, qui est celle de notre Europe. Je voudrais qu'on entende maintenant avec János Martonyi, qui est en ligne de Budapest, son avis. Il a été ministre des Affaires étrangères en Hongrie, et il a cette vision naturellement d'une Europe qui est dans la grande proximité avec l'Est et avec l'histoire de la Hongrie, qui naturellement est une histoire qui marque profondément ce pays et sa conviction européenne. Quelle est votre analyse de la situation de l'Europe aujourd'hui et des perspectives de ce qui pourrait être un renouveau européen puissant pour la paix, pour l'Europe comme pour les équilibres du monde? Jonas, c'est à vous, si vous nous entendez bien. Merci. On n'entend pas le micro. Connectez-vous. Maintenant, ça doit être connecté, non? C'est connecté maintenant, c'est parfait. Connecté. Ça nous a permis de voir les belles médailles qu'il y a derrière vous. Bon, alors, je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, d'abord pour cette invitation aimable, qui n'est pas la première fois. Nous avons discuté des sujets similaires il y a un an. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit à l'époque. Mais de toute façon, je ne peux pas parler au nom d'une région, pas même au nom de mon gouvernement. Je peux simplement partager avec vous mes réflexions ou bien mes remarques tout à fait personnelles. Je suis de l'Europe centrale. Vous avez dit que nous sommes dans la proximité des choses graves qui se passent. C'est vrai. Nous avons alors une sensibilité spéciale aussi à cet égard. Mais moi-même, je reste optimiste en ce qui concerne l'avenir et l'unité de l'Europe, l'avenir même de l'Union européenne. Oui, c'est vrai que nous sommes dans une période de la grande bascule, comme vous dites. Il y a des entreprises de déconstruction de plusieurs sortes, c'est aussi vrai. Derrière tout cela, comme j'ai essayé de dire l'année dernière, il y a une structure géopolitique, économique et hiérarchique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'hégémon dominant, il n'y a pas même une hiérarchie claire et nette. Il y a une grande rivalité en ce qui concerne qui est le premier, c'est vrai. Il y a deux géants, mais il n'y a pas deux mondes. Je ne crois pas qu'on a une période similaire à la période de la guerre froide, pour plusieurs raisons. D'abord, la Chine n'est pas l'Union soviétique, idéologiquement, économiquement, etc. Ensuite, le troisième monde, comme on dit, c'est tout à fait différent, c'est structuré, il y a plusieurs structures, on en a déjà parlé, mais le plus important, la chose la plus importante à cet égard, c'est que l'Europe n'est pas celle qu'elle ne l'était il y a quelques décennies. L'Union européenne n'est pas la communauté économique européenne. L'Union européenne, il joue déjà un rôle beaucoup plus important qu'auparavant, et même cette source
cette sorte de structure hiérarchique nous donne peut-être certaines opportunités, certaines occasions. Alors il faut donc utiliser les forces, ce que nous avons. Nous avons parlé l'année dernière de la force. Nous étions d'accord qu'il faut rendre l'Union européenne plus forte dans tous les égards, à l'intérieur, à l'extérieur, aussi dans le domaine de la sécurité et de la défense. Moi, j'essayais de souligner, que je répète à souligner cette fois-ci, que nous avons une force spéciale. Ce n'est pas la force matérielle, ce ne sont pas les ogives nucléaires. C'est plutôt la force immatérielle. C'est notre héritage historique, si vous voulez, c'est l'identité européenne. Alors, c'est une sorte de soft power, si vous voulez utiliser cette expression à la mode, mais ce qui est plus important, que c'est quelque chose de spécialement européen. Il s'agit, tout était très bien dit, des valeurs. Il s'agit des principes, il s'agit des droits, il s'agit du droit international, tout est vrai, mais il s'agit aussi, enfin, une approche culturelle et spirituelle. Dans un sens, peut-être, nous pouvons essayer de représenter une sorte d'universalisme, d'universalité, enfin, les valeurs universelles. Ce n'est pas le monopole. Ce n'est pas du tout de monopole. Nous n'avons pas de monopole des valeurs, pas même des principes, pas même du droit international. Nous ne sommes pas meilleurs ou supérieurs que les autres. Nous sommes ce que nous sommes. Il faut que nous restions ce que nous sommes. Ça veut dire les Européens, que ce soit les Européens à l'ouest, les Européens à l'est, peut-être même les gens de l'Europe centrale, comme nous considérons ici à Budapest, mais de toute façon, il faut que l'Europe tout entière utilise ses atouts, utilise donc cette sorte d'héritage culturel, cette sorte de rayonnement. Cette culture, alors plus concrètement, cette culture du dialogue, la culture des négociations, la culture de la réconciliation, enfin, quelque chose typiquement européen, mais pas seulement européen. Aussi, donc, la culture de la paix, si vous voulez, la culture des compromis, mais en même temps l'insistance sur les principes et sur les valeurs. C'est ça où nous sommes peut-être quelqu'un qui peut faire une contribution aux solutions des crises et des ruptures que nous assistons aujourd'hui. On a parlé beaucoup de la guerre qui va durer, sans doute, mais ce ne veut pas dire qu'il faut y renoncer. Il faut donc tout faire ce que notre culture de dialogue, notre culture de négociation, notre culture des compromis puisse être appliquée dans toute la situation. Et ensuite, nous avons un autre domaine. Enfin, nous avons plusieurs domaines, mais je voudrais simplement me référer à un autre domaine que nous avons peut-être certains avantages spéciaux, c'est le commerce international. Nous avons un intérêt, on a déjà parlé des intérêts, nous avons un intérêt fondamental dans le maintien du système multilatéral du commerce international. Il y a des initiatives, il y a des tentatives, il y a des idées assez dangereuses qui visent au démantèlement, même effondrement de ce système. En partie, ça a été déjà fait. Nous connaissons tout, enfin, le sort
le système du règlement des différends qui ne fonctionne plus. Alors là aussi, nous devons faire pour sauver ce qui existe, pour maintenir enfin le système multilatéral. Bien sûr, ce ne veut pas dire que nous ne voulons pas chercher des autres solutions, que ce soit régionales ou bilatérales ou autres, mais l'important que le cadre universel, le cadre multilatéral soit gardé et sauvé. Et peut-être, pour dernier mot, moi je vois une sorte de possibilité de synergie entre la culture, l'héritage culturel dont j'ai parlé, et aussi le commerce. Parce qu'il s'agit dans tous les deux cas l'échange des marchandises, l'échange des services, l'échange des données et aussi l'échange des idées. Alors, changeons nos idées, essayons de faire valoir nos idées parce qu'elles sont toujours valables. Nous avons une histoire valable derrière nous. Nous avons beaucoup de crises, nous avons beaucoup de difficultés. Nous avons des clivages, nous avons même peut-être parfois des ruptures. Mais nous avons déjà fait la démonstration que nous pouvons surmonter toutes ces difficultés. C'est pour ça que, comme bon Européen central, bonhomme de l'Europe centrale, je reste être mélancolique, mais en même temps optimiste. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci de cette mélancolie optimiste et notamment de ces messages qui sont sur la culture. Et je crois que c'est quand même un des éléments importants. Votre généreuse moustache nous rappelle le beau visage de Jean Monnet qui non seulement était producteur de cognac, mais en plus avait une vision très culturelle du monde. Et je crois que c'est très important, y compris dans cette dimension spirituelle que vous avez développée, qui fait partie aussi de notre patrimoine. Et puis, on reviendra avec le ministre du Commerce extérieur tout à l'heure, cette idée du commerce et de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les dérèglements aujourd'hui du multilatéralisme commercial, notamment de l'OMC, mais aussi ce qui est très important, c'est cette conjugaison du commerce et de la culture, qui pour un certain nombre d'éléments, que ce soit la gastronomie, que ce soit les produits du luxe, pour que c'est un certain nombre de sujets, où on voit bien qu'il y a là des proximités. Merci beaucoup, Jonas. Nous allons prolonger vos propos avec notamment l'intervention du ministre du Commerce extérieur. Je vais maintenant interroger à la fois Cyril Camus et Jérémy Gallon sur peut-être une vision macro et une vision microéconomique, entrepreneuriale. Sur la vision macro, est-ce qu'un sursaut de l'Europe est crédible aujourd'hui dans le monde? Vous êtes à l'Atlantic Conseil, vous avez cette vision internationale. Est-ce que aujourd'hui, ce monde en déclin qu'on décrit, ce pessimisme qui est aujourd'hui réalité, freine-t-il les choses, ou est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une émergence de perspectives nouvelles? Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup pour cette question. Merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, quand on regarde la situation en Europe, il y a un premier regard qui peut être un regard à la fois lucide, mais aussi assez sombre. Si on regarde les grandes variables sur le plan démographique, énormément de pays européens aujourd'hui connaissent un déclin démographique, un vieillissement de leur population qui va avoir un impact majeur sur leur modèle économique. L'Allemagne, l'Italie, un certain nombre de pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. L'Afrique aura une population en 2050 de 2,1 milliards d'habitants, c'est-à-dire 4 fois la population européenne. Ça veut dire que les équilibres démographiques de l'Europe et de l'Afrique se seront inversés en un siècle. Si on regarde sur les plans économiques et technologiques, les 10 premières capitalisations boursières mondiales, pas une entreprise européenne. Les 20 premières capitalisations boursières en matière de technologie, extrêmement significatif, il y a une entreprise européenne, le fabricant néerlandais de semi-conducteurs ASML. En matière d'intelligence artificielle, sur la décennie passée, les Américains ont investi 250 milliards de dollars. Les Chinois à peu près 90, les Européens 40. On est derrière sur cette bataille.
En matière de recul de l'influence, on l'a évoqué dans les sessions précédentes et dans les interventions précédentes. On le voit évidemment en Afrique. Jean-Yves Le Drian l'a énoncé avec éloquence. Mais on voit aussi que l'Europe n'a pas été capable d'anticiper certains renversements, certaines évolutions d'alliances. Qui en Europe aurait anticipé qu'aujourd'hui, il y a des liens extrêmement forts entre Israël et les Émirats arabes unis à la suite des accords d'Abraham? Qui aurait anticipé côté européen que la Chine serait cheville ouvrière d'un accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran? Et puis, quand on regarde également du côté de notre allié américain, je pense que le président Biden sera beaucoup plus loué par les historiens qu'il l'est par ses contemporains, parce qu'il est quelqu'un qui aura su mettre en cohérence, que l'on soit d'accord ou pas côté européen avec cela, sa politique intérieure et sa politique étrangère. Il a compris que s'il voulait que les États-Unis continuent de rivaliser avec la Chine, il fallait qu'ils investissent massivement dans les infrastructures, 1 200 milliards de dollars sur la table, dans les semi-conducteurs, dans la transition énergétique et climatique. Et donc nous, Européens, on a le sentiment qu'aujourd'hui, on a un vrai risque de désindustrialisation. Je reviens d'Europe centrale, de Slovaquie et de République tchèque, où une partie de l'économie s'est faite en étant un peu la supply chain de l'industrie automobile allemande. Il y a aujourd'hui une vraie peur d'être le nouveau Détroit. Alors, ce que je viens de décrire, Monsieur le Premier ministre, c'est un tableau assez sombre. Mais c'est un peu comme les tableaux de Pierre Soulages. Derrière le noir perce la lumière. Pourquoi la lumière? La lumière parce que, et Madame Loiseau l'a dit, au cours des dernières années, des 3 dernières années, il y a eu une véritable révolution copernicienne à Bruxelles. En matière de politique industrielle, l'Europe a pris conscience qu'elle devait cesser d'être naïve. On a lancé un plan sur les semi-conducteurs, 40 milliards sur la table. On a lancé une réponse à l'Inflation Reduction Act dans un temps record. On a lancé des investissements sur la transition climatique, le pacte vert, avec des montants similaires à ceux qu'on a aux États-Unis. En politique commerciale, l'ère de la naïveté est terminée. À Bruxelles, le logiciel libre-échangiste a longtemps régné en maître. Depuis début 2021, on a adopté 3 instruments de défense commerciale qui visent à rivaliser, pas simplement contre la Chine, mais aussi demain contre des États-Unis qui potentiellement pourraient mener des guerres commerciales à nouveau contre l'Europe. On évite que certains de nos États membres, comme ça a été le cas de la Lituanie, soient victimes de coercition économique de la part de puissances tierces. Et ce qui est intéressant, c'est que ce logiciel, il n'a pas simplement changé à Bruxelles. Vous allez aujourd'hui aux Pays-Bas, qui a longtemps été un des bastions du libre-échangisme sur le plan économique. Aujourd'hui, il y a un vrai discours sur la souveraineté économique, il y a un vrai discours sur la souveraineté industrielle aux Pays-Bas. Et d'ailleurs, Madame Loiseau évoquait la régulation du numérique. La France et les Pays-Bas ont travaillé main dans la main sur cette régulation du numérique. Alors, il faut ensuite... il y a évidemment eu aussi une affirmation de la puissance européenne. Et je ne reviendrai pas en détail là-dessus, mais aujourd'hui, les termes de souveraineté européenne et d'autonomie stratégique européenne ne sont plus tabous à Bruxelles, et il faut reconnaître que la France a joué un rôle moteur dans cette évolution. Pour autant, il faut demeurer lucide. Dans beaucoup de domaines, ça ne va pas assez loin et ça ne va pas assez fort. Là où l'Europe investit 40 milliards dans les semi-conducteurs, les Américains mettent 260 milliards sur la table. En matière de matières premières critiques et de terres rares, la transition climatique va avoir un besoin essentiel de celle-ci. On a développé une stratégie, mais on a pris 2-3 décennies de retard, notamment par rapport à la Chine. Et aujourd'hui, on est dans des situations de dépendance totale sur le lithium, sur le cobalt, sur un nombre très limité de pays qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts géopolitiques que nous. Sur le plan de la politique étrangère, M. Le Drian évoquait la nécessité de développer un dialogue Europe-Afrique. Je partage cette conviction. Mais je suis un ancien diplomate européen. J'ai vu de l'intérieur le service européen pour l'action extérieure, ce quai d'Orsay européen que l'on veut façonner. Il manque encore de poids politique, il manque encore d'incarnation, il manque de vision stratégique. Il est encore trop faible à bien des égards. Et donc il va falloir le renforcer considérablement. Et en lien évidemment avec les États membres. Permettez-moi juste de finir sur 3 réflexions. Je pense qu'à l'heure où on réfléchit à la nécessité de bâtir une Europe autonome et indépendante, il y a 3 variables qu'on ne peut pas omettre. La première, c'est le couple franco-allemand. Je parle de couple. Certains me reprocheraient cette vision romantique. On peut parler de moteur si on est plus pragmatique comme les Allemands. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Et ce n'est pas simplement lié à la relation entre 2 hommes, entre un président de la République et un chancelier. C'est quelque chose de beaucoup plus structurel. C'est au niveau des jumelages, c'est au niveau de l'enseignement. C'est à tous ces niveaux-là, au niveau des réseaux d'élus. Aujourd'hui, quand je vais à Berlin, je suis frappé qu'au Bundestag, il n'y ait plus un élu qui parle français. C'est une évolution majeure. Et on a la même chose côté français. Deuxièmement, les États-Unis. Je partage tout ce qui a été dit sur les États-Unis, mais je crois qu'une Europe autonome et indépendante, ce n'est pas une Europe équidistante. Elle n'est pas équidistante comme sous De Gaulle, elle n'était pas équidistante de Washington et Moscou. Je rappelle quand même que De Gaulle, au moment des crises clés, les missiles de Cuba en 62, l'avion espion en 60, la crise de Berlin, sans une once d'hésitation, il savait à quel camp il appartenait.
De la même manière, on doit être très clair là-dessus. Donc c'est une Europe autonome et indépendante au sein de l'Alliance Atlantique. Et troisième point, et peut-être que ça sera plus controversé, je peux comprendre que dans le contexte géopolitique actuel, on réfléchisse à un élargissement. Je comprends qu'on veuille donner un chemin européen à l'Ukraine, ce qui voudrait dire demain une Europe à 35 qui intègre aussi la Moldavie et les pays des Balkans occidentaux. Mais je crois que c'est une illusion de penser qu'on pourra bâtir une cohérence stratégique, une Europe intégrée, une Europe forte sur le plan politique à 35. C'est déjà extrêmement difficile à 27. Et donc, si cet élargissement doit avoir lieu, il doit absolument être accompagné d'une vraie réflexion de fond sur comment on bâtit une Europe plus intégrée, plus resserrée, plus politique. Merci. La valeur n'attend pas le nombre des années. Hein. Il nous parle de son expérience passée, mais il est encore tout jeune, mais le propos est ferme. Et je crois que ce qui est quand même très, très important. On va revenir sur le franco-allemand. On interrogera le ministre tout à l'heure, qui est en plus un élu français à la frontière, l'Allemagne, qui est sur le champ international toujours en contact avec le franco-allemand pour voir un peu, parce que les sujets sur ce point sont un peu divergents, voir où on en est exactement sur le franco-allemand. Mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que sans franco-allemand, la mécanique européenne est un peu grippée. Et on voit bien que ce qui est important dans ce message-là, c'est qu'au fond, on peut avoir aujourd'hui, y compris avec cette terrible guerre en Ukraine, une capacité, une opportunité pour montrer la colonne vertébrale de l'Europe, et qu'au fond, c'est ce dont nous avons besoin. Et qu'au fond, cette situation est difficile, elle est tragique, comme le disait Jean-François tout à l'heure, mais c'est peut-être de là que l'Europe, qui, au fond, est née de l'horreur, est capable de trouver dans l'horreur les puissances qui la font s'organiser. C'était un regard macro. On va revenir à un regard micro. Alors d'abord, Cyril Camus, qui est le patron du Cognac Camus. Je salue d'ailleurs Madame Dominique Erard-Dubreuil, qui est ici, qui est ancienne présidente du comité France-Chine, puisque le cognac, qui dans cette région est une production qui fait notre fierté et l'honneur de l'économie régionale, mais aussi qui a cette caractéristique. Cyril Camus nous disait hier soir qu'il avait 3 clients principaux, la Chine, les États-Unis et la Russie. Donc il était vraiment un acteur premier de cette situation internationale. Alors nous voulons savoir comment il vit tout ça et comment il se ressent et les pressions qui sont celles qui doivent peser sur lui du côté des pays partenaires ou du côté de l'Europe, et comment on arrive à pouvoir vivre un business heureux dans un monde tendu. Merci, Monsieur le Premier ministre. Oui, effectivement, vous le mentionnez, on m'appelle souvent un peu le chat noir, parce que j'ai tendance à me retrouver toujours avoir de belles visions, mais impliqué au mauvais endroit, au mauvais moment. Et on peut en parler aujourd'hui. Donc, quand on pose la question de quelle place pour l'Europe, et quand j'ai réfléchi un petit peu à quelle réponse je pouvais apporter à cela, je vais proposer éventuellement une place possible parmi les très nombreuses, qui s'appuie sur mon expérience très différente de la plupart des interlocuteurs ici, qui est celle d'un homme d'affaires qui a pas mal voyagé. Je suis français, j'ai grandi en France, je suis éduqué aux États-Unis, et ça fait 30 ans que j'habite en Chine. Je dirige une entreprise de cognac qui, un peu analogue, je dirais peut-être à la France, à l'Allemagne ou l'Europe d'une certaine manière, qui est une des grandes maisons de cognac, mais qui est la plus petite des grandes maisons de cognac. Une maison familiale, donc, pour laquelle la notion de l'héritage, le passé, est important aussi. Maison indépendante, autonome. Ça a été dit à l'instant. Pour nous sommes qui nous sommes, et il est important de pouvoir défendre cette différence. Donc là aussi, quelque chose, je pense, qui a été évoqué pas mal ce matin. Et donc, depuis 30 ans que je dirige cette entreprise très internationale, le cognac, différence peut-être de la démocratie, ça s'exporte, puisque c'est 97% à l'export. Donc, depuis 30 ans, j'ai abordé les différents marchés, les différents pays, depuis une position qui n'a jamais été une position de force.
En étant une petite maison de cognac parmi les grandes, jamais je ne me suis retrouvé devant un interlocuteur avec lequel j'ai pu imposer ma façon de dialoguer ou imposer comment aller trouver une solution à mes besoins. Donc 30 ans à essayer de comprendre quels sont les leviers d'un dialogue, de pouvoir apprendre à parler avec mes interlocuteurs d'une façon qui correspond à la leur, d'arriver à comprendre quels sont leurs leviers culturels et quels sont évidemment leurs besoins et comment pouvoir moi faire progresser mon activité en lien avec leurs besoins, pas toujours alignés, mais toujours en lien avec leurs besoins. Et qui m'a amené à avoir finalement trois types de personnalités très différentes ou trois approches très différentes quand on prend les US, la Russie ou la Chine, avec les États-Unis, des interlocuteurs qui ne... On est dans l'America First, on est dans le Me First. Quels sont mes intérêts si je suis un interlocuteur américain? Quel est mon intérêt? C'est la seule chose qui compte. Et on va, quand on est en dialogue, on est à la table des négociations. Hein, c'est comment j'arrive à les aider à progresser dans leur intérêt. Et si moi j'y trouve mon compte, tant mieux. Dans la gestion des désaccords, puisque les choses changent, et avec les États-Unis, cet alignement est toujours finalement très temporaire, très, très variable. On se retrouve vite dans des situations où il y a un écart entre les besoins respectifs. On rentre très vite dans la discussion, la mise sur la table des problèmes éventuellement, et les discussions vont très vite et vont très facilement à la rupture et passer à autre chose. Donc peu de constance pour moi dans les relations aux États-Unis, mais une gestion de conflit finalement qui peut parfois durer longtemps jusqu'à ce qu'il y ait d'autres priorités qui se mettent, et puis après on oublie le passé. Sur la Russie, une situation très, très différente pour moi. Mon entreprise a plus de 120 ans d'histoire avec la Russie. Mais là, des interlocuteurs qui sont dans une approche de la négociation très différente, puisque une culture qui amène à penser qu'il doit toujours y avoir dans chaque conversation un vainqueur et un perdant, demander plus pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc on est vraiment dans la notion de dire qu'est-ce que je suis prêt à perdre, où est-ce que je vais laisser les autres gagner quelques points et me permettre moi d'avancer toujours. On est aussi avec des interlocuteurs qui sont en très fort besoin de reconnaissance de leur puissance et de la grandeur. C'est quelque chose que l'on voit d'un point de vue politique, mais qu'on vit tous les jours d'un point de vue commercial. Nos interlocuteurs en Russie souhaitent être reconnus pour ce qui a été accompli par le pays. Et c'est un facteur clé des discussions et des négociations tout le temps. Donc on part avec ce conflit larvé finalement, qui est le plus fort, qui est le plus grand, qui a le plus de prestige, d'élégance et ainsi de suite. Par contre, des relations qui sont souvent sur la durée, une gestion des conflits ou des désaccords très, très différentes, puisqu'ils vont être les désaccords quand ils apparaissent vont donner lieu à toute une phase de préparation, et quand la discussion arrive sur la table, de dire tiens, on a un problème, nos interlocuteurs sont largement très, très préparés, ont toutes les munitions, tout est envisagé, et on est souvent en mode réactif, et ça devient très vite assez violent, clairement, en termes de négociation. C'est plus un champ de bataille qu'une table de négociation. Donc aux États-Unis, table de négociation, avec la Russie, table d'affrontement. Et puis après, beaucoup plus à l'est, bien sûr la Chine, pays dans lequel j'ai donc le plaisir de travailler depuis 30 ans, où là on est dans la recherche de l'harmonie, la nécessité du compromis, la notion du temps long aussi qui a déjà été mentionnée, l'importance des relations interpersonnelles
aussi, où là, et pour moi des interlocuteurs qui sont souvent des sociétés d'État chinoises, donc avec une direction opérationnelle très différente de ce que l'on peut connaître, puisque dans la majorité des cas, vous n'avez pas un décideur en face de vous. Le travail est toujours de trouver un alignement des intérêts qui puisse faire consensus au sein des organes de direction de votre interlocuteur. Donc il faut trouver à la fois le compromis et faciliter le consensus. Et une gestion des désaccords qui est très différente, puisque l'important, c'est l'harmonie. Ça n'est pas forcément de régler le désaccord. Et ça, quand on le lit avec le temps long, on arrive à des situations qui, si elles ne sont pas comprises, et j'ai vu beaucoup de mes collègues français en Chine se retrouver au pied du mur en voulant résoudre une situation particulière en ne touchant et en ne s'attachant qu'à la résolution de cette situation-là, mais sachant que des compromis ne sont pas toujours possibles dans l'immédiat. Il est plus habile souvent d'agir sur l'environnement qui a créé la difficulté plutôt que sur la difficulté elle-même. Et ça, c'est de 30 ans d'expérience sur le marché chinois. C'est vraiment la chose la plus importante que j'ai apprise. Parfois, pour mieux agir, pour solutionner quelque chose, c'est de ne pas agir sur la chose elle-même, mais seulement sur l'environnement autour. Donc tout ça pour dire quelle peut être la place de l'Europe. De mon expérience quotidienne, journalière à interaction avec ces trois pays, elle a été pour moi de voir que l'éducation que j'ai pu recevoir en France, la culture française, m'a permis de voir, d'appréhender, de comprendre dans une certaine mesure la façon dont mes interlocuteurs voient les choses et de pouvoir donc dialoguer d'une façon plus facilement compréhensible. Mais j'ai pu voir aussi que ce n'est pas le cas entre tous les États. Une communication entre les États-Unis et Chine est beaucoup plus difficile parce qu'on oppose complètement l'immédiat et les intérêts qui ne sont pas forcément mutuels à la notion du consensus, de l'harmonie du temps long. La France, au milieu de ça, comprend les deux aspects, peut l'intégrer, n'est pas forcément d'accord, mais le comprend. Et je pense que l'Europe a un rôle important à jouer de facilitateur des dialogues pour aider les compréhensions mutuelles entre ces trois pôles. C'est quelque chose qu'elle fait, et si je devais avoir un souhait, c'est peut-être qu'on en parle un petit peu plus, que la France puisse mettre en avant plus ce rôle qu'elle joue depuis extrêmement longtemps, qu'elle continue à jouer, pour que l'ensemble des pôles ne voit pas l'Occident comme seulement un occidental impatient, voire parfois agressif ou naïf, mais voir que notre rôle n'est pas d'être le plus grand militairement ou économiquement, mais il est de faciliter le fonctionnement de l'ensemble de ces écosystèmes. Voilà, merci. Merci. Chers amis, je crois que là, on est au cœur même d'un de nos sujets majeurs. C'est qu'au fond, on voit bien, ça rejoint ce que disait notre ami hongrois tout à l'heure, cette capacité culturelle à comprendre. Et donc, au fond, à pouvoir avoir des discussions avec les uns et les autres. On est là, un peu aussi dans une tradition qui était celle du général de Gaulle, président de la République. Mais ce n'était pas celle du général de Gaulle du 18 juin. Parce qu'au fond, la guerre change les choses. Vous n'êtes pas, d'une certaine manière, Cyril, en guerre. Donc, vous pouvez parler avec les uns ou les autres. Au fond, cette stratégie culturelle de dialogue, elle est valable tant qu'il n'y a pas la guerre. C'est ça où cette guerre, et Jean-François le disait tout à l'heure, est quelque chose de tragique, c'est qu'elle nous condamne à gagner. Parce que si nous perdons, c'est un effondrement. Et cet effondrement-là fait que c'est ça que la guerre est terrible et que c'est une destruction qui va bien au-delà de la seule destruction des gens, parce qu'elle détruit tout sur son passage, parce qu'elle détruit cette humanité qui fait que deux individus cherchent à un moment ou à un autre à se comprendre, à se parler. Et donc, on est dans cette situation-là aujourd'hui où on ne peut plus dire effectivement qu'il faut, avec les uns ou les autres, avoir une attitude d'ouverte de dialogue. Quand vous avez guerre, vous avez la nécessité
de gagner, parce qu'autrement, vous êtes perdant, et perdant, vous avez toute une série de conséquences. Et donc, on voit bien, là, Nathalie, qu'on est sur un sujet très difficile. On voit bien qu'à terme, il faudra bien parler avec la Russie sur la frontière à l'Est. Il faudra quelque chose qui ressemble à Helsinki, nouvelle formule pour la sécurité à l'Est de l'Europe. Et donc, on peut toujours avoir cette vision-là. Mais tant que nous sommes dans la guerre, et alors là, Nathalie, il faut quand même qu'on gère un peu cette situation ambiguë qui est la nôtre, c'est qu'on est lié à la nécessité de victoire, mais on n'est pas en guerre contre la Russie. Et donc, c'est là où il faut quand même qu'on voit bien comment on gère les choses. Parce que, globalement, l'ambition de la France, la ligne, c'est la ligne que vous développez du business appliqué aux relations internationales, c'est-à-dire la France qui cherche à faire fonctionner le système par compréhension, par culture. Mais à condition qu'il n'y ait pas cet acte d'agression qui est un acte de rupture et auquel cas on a le De Gaulle du 18 juin et on n'a pas le De Gaulle « je parle avec tout le monde ». Donc il faut bien voir ce point-là. Et c'est ça qui change aujourd'hui. Et comment, Nathalie, peut-on gérer cette situation où nous sommes condamnés à gagner avec les Ukrainiens sans être en guerre contre la Russie? C'est évidemment toute la difficulté et c'est ce qui appelle aussi à beaucoup de modestie. On peut tous avoir un avis sur la contre-offensive ukrainienne, mais ce n'est pas nous qui nous battons. Et d'ailleurs, Dmitry Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, a fini par le dire hier avec un peu d'agacement. Tous ceux qui critiquent ou qui commentent la contre-offensive n'ont qu'à aller se battre et voir ce que ça donne. Moi, je ne vais pas me battre, mais je suis allée 5 fois en Ukraine cette année. Et je vais continuer à y aller simplement pour comprendre, écouter, dialoguer et convaincre au retour. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie en Ukraine, mais le régime de Vladimir Poutine est en guerre avec nos régimes démocratiques, y compris sur notre sol. Et ça, il ne faut peut-être pas le sous-estimer ou l'oublier. Quand j'ai entendu dire ce matin, finalement, dans le monde, il n'y a pas que des démocraties, donc il faut faire avec les régimes autoritaires. Oui, à condition qu'ils ne viennent pas s'immiscer dans notre vie démocratique. Et il y a aujourd'hui des régimes autoritaires qui s'immiscent dans notre vie démocratique. C'est d'abord le cas de la Russie. On l'a vu intervenant dans l'élection américaine de 2016. On l'a vu intervenant dans le référendum du Brexit. On l'a vu intervenant y compris dans nos débats intérieurs français avec les trolls, les bots. Evgeny Prigojine était connu aussi pour ce qu'il faisait en matière de désinformation et en guerre contre nos intérêts en Afrique, très clairement. Je dirais aussi que parfois, des pays ou des mouvements, que ce soit les frères musulmans ou parfois la Turquie, se sont immiscés dans notre vie démocratique en Europe. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Alors évidemment, ce n'est pas la guerre qui commet des atrocités ou qui fait des victimes, mais cette guerre-là aussi existe. Donc nous ne sommes pas en guerre, nous n'avons pas envoyé de troupes en Ukraine. Nous soutenons l'Ukraine parce que nous considérons à juste titre que la sécurité de l'Europe est menacée par l'agression de Vladimir Poutine. Les autoritaires ont un avantage, c'est qu'en général, ils disent à l'avance ce qu'ils vont faire. Et nous avons une faiblesse, c'est de croire qu'en fait, ils seront toujours plus subtils que ce qu'ils ont dit. Et nous avons commis de ce point de vue-là beaucoup d'erreurs. 2008, 2014, l'Europe, et notamment la France, a commis des erreurs. 2008, c'était la réunion de l'OTAN où on a dit à l'Ukraine « Oui, vous nous rejoindrez un jour, mais alors plutôt un jour et plutôt pas maintenant. » Et on ne lui a rien donné d'autre. Donc on a alerté Poutine sur le mode un jour ce pays sera dans une alliance qui n'est pas pro-russe, et on a fragilisé l'Ukraine. Et on s'en est satisfait. À minima, en 2014, on aurait dû réparer notre erreur. Quand il y a eu annexion de la Crimée, quand il y a eu déstabilisation du Donbass, quand il y a eu, et tout ça a succédé à la révolution démocratique de Maïdan, là on aurait dû se dire, bon, l'Ukraine est vraiment menacée, l'Ukraine veut vraiment devenir démocratique, se tourne vraiment vers l'Europe, il est temps de l'ouvrir vraiment la porte de l'OTAN avant que la guerre n'arrive.
On ne l'a pas fait. Et si on n'est pas capable de reconnaître ces erreurs-là, on n'est pas capable de gérer le présent et de préparer l'avenir. On n'est pas non plus audible vis-à-vis de nos partenaires d'Europe centrale. Je dis bien Europe centrale parce qu'on a parfois en France une vision géographique un peu étrange où on appelle la Hongrie ou la République tchèque l'Europe de l'Est. Non, c'est l'Europe centrale et notre interlocuteur, ancien ministre, nous l'a bien rappelé tout à l'heure. Et Emmanuel Macron l'a très bien dit dans son discours de Bratislava, avec une pirouette, mais qui disait quelque chose, qui disait il nous est arrivé de vous dire que vous auriez mieux fait de vous taire, eh bien nous aurions parfois mieux fait de vous écouter. Aujourd'hui et demain, qu'est-ce qui va nous arriver? D'abord, arrêtons de dire que la guerre est longue. Les Ukrainiens le savent beaucoup mieux que nous, souffrent infiniment plus que nous, aimeraient comme nous que ça aille beaucoup plus vite. Le rythme de cette guerre dépend beaucoup de nous. Oui, il y a eu des paquets de sanctions, oui, il y a une aide militaire, mais tout de même, on s'est fixé au début des lignes rouges que moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. On a commencé, alors quand je dis on, à l'époque, c'était l'Allemagne, à dire du matériel non létal, mais pas du matériel létal. Alors que vous êtes agressé, franchement, recevoir des casques et des gilets pare-balles, c'est pas mal, mais c'est pas exactement le sujet. Après, on a dit des armes défensives, mais pas d'armes offensives. Quand vous êtes envahi, tout est défensif. Jamais l'Ukraine n'a dit qu'elle voulait conquérir un morceau de territoire russe au nord de sa frontière. Jamais. Donc l'Ukraine se défend. Ensuite, on a dit de l'armement terrestre, mais pas d'avions. Et puis finalement, on les donne. Mais honnêtement, souvenez-vous, souvenons-nous que les avions, Volodymyr Zelensky les réclamait le 24 février 2022 et qu'ils seront peut-être là au début 2024. Donc si cette guerre est longue, on a un peu une responsabilité. Oui, on a voulu éviter l'escalade, c'est vrai, et c'est tout à notre honneur. Mais ce que disait Jean-Pierre Raffarin est parfaitement juste. Et pour avoir été 30 ans diplomate, je veux le répéter, l'heure de la diplomatie n'a pas encore sonné. Elle sonnera. Il faudra un nouvel Helsinki. Mais pour avoir un nouvel Helsinki, il faut une Russie découragée pour longtemps de l'aventurisme militaire. Or, ce que nous avons fait en bâclant un peu la paix en Géorgie en 2008, en fermant les yeux sur le Donbass et la Crimée, en n'étant pas assez ferme sur la Syrie, en partant piteusement d'Afghanistan, a laissé croire à Vladimir Poutine que l'aventurisme militaire était la solution. Nous n'avons pas d'autre réponse aujourd'hui à apporter que de lui prouver qu'il avait tort. Et là, la diplomatie reprendra. Mais pour le moment, l'heure est à l'aide à l'Ukraine. Et croyez-moi, pour avoir eu la chance de rencontrer à plusieurs fois Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a de la chance, nous avons de la chance. C'est un homme raisonnable. Ce n'est pas un homme emporté dans un hubris et qui veut la guerre à tout prix. C'est un homme qui veut être dans des conditions favorables pour négocier la paix. Tout ceci, vous le voyez, est très important, puisqu'au fond, on voit bien que l'appel à la diplomatie, c'est-à-dire l'appel à la discussion, à la compréhension, cet appel à la démocratie, qui reste un appel de fond, n'est plus possible quand il y a guerre, quand il y a notamment envahissement, agression. C'est, je pense, un élément très important de pédagogie pour se repérer, parce qu'il y a un moment, enfin, je pense que l'exemple de Gaulle, de ce point de vue-là, est quand même très intéressant, de voir qu'à un moment, De Gaulle ne discute pas. Il part en Angleterre et il organise la résistance. Puis ensuite, il sera le champion du dialogue, il sera même le champion de la réconciliation. Donc je pense que ce qui est très important, c'est qu'on mesure bien l'attachement à la valeur diplomatique. Je pense qu'il faut vraiment, et je trouve que dans la pédagogie, dans nos écoles et tout ça, il faut bien remettre la diplomatie à sa place, parce que je vois combien les choses souffrent un peu partout, de voir quand les gens ne parlent pas la langue, quand on ne fait pas des efforts pour comprendre, quand on voit les ruptures culturelles qu'il y a d'un pays à l'autre. La diplomatie, c'est toute cette connaissance-là, et c'est très important. Et il ne faut pas laisser penser que la diplomatie serait
quelque chose d'aujourd'hui de dépassé. Non, la diplomatie reste une nécessité. Ce qu'il n'empêche, c'est que l'acte de guerre est un acte qui est une rupture fondamentale. Et au fond, c'est la guerre qui tue la diplomatie, ce n'est pas la diplomatie qui crée la guerre. Et donc, je pense que là, il y a des choses qui sont très importantes pour bien voir que nous pouvons rester attachés au dialogue, sauf que quand on est agressé, qu'on est le dos au mur, on est tous des résistants. Donc là, je crois qu'il y a des compréhensions à développer, et c'est pour ça qu'il faut respecter les civilisations, il faut respecter les choses comme ça, parce qu'on est toujours attaché à ce qu'est la diplomatie comme ligne directrice, mais naturellement, on est aussi engagé dans la défense de notre vie, de la vie. Et là, ce dont on a parlé ce matin, c'est notamment la vie de l'Europe qui est aussi en cause. Le peuple ukrainien est évidemment la première victime de cette guerre, mais derrière, il y a la vie de l'Europe qui, avec tout ce que nous avons comme valeur, comme force et comme existence, qu'il faut essayer de protéger.